Imagine un instant que ton bonheur, cette quête souvent chaotique et parfois décevante, ne dépende plus d'aucune autre personne. Plus de frustration face aux attentes non comblées, plus de douleur quand les autres ne sont pas à la hauteur de ce que tu espères. Et si, au lieu de cela, tu pouvais puiser ta force dans cette liberté profonde de ne compter que sur toi-même? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment le stoïcisme, cette philosophie vieille de plusieurs siècles, nous guide précisément vers cette autonomie émotionnelle. Ce chemin où marcher seul n'est pas synonyme de solitude, mais bien d'émancipation totale. Tu vas découvrir pourquoi laisser les autres gouverner ton état d'esprit est une prison invisible, et comment, pas à pas, tu peux reprendre le contrôle en cultivant des pratiques simples mais puissantes. On va creuser comment apprendre à ne plus être la marionnette de tes émotions, maîtriser ta journée dès le réveil, et surtout, comment transformer chaque rejet. Le ton sera à la fois profond et stimulant, comme une conversation intime qui te pousse à te confronter à toi-même, à tes peurs, à tes illusions, pour mieux avancer. La structure repose sur une liste claire et dynamique qui te permettra à chaque étape de saisir un outil concret. Ces enseignements anciens ne sont pas là pour te laisser philosophiquement rêveur, mais pour t'armer dans la bataille quotidienne contre la dépendance émotionnelle, la frustration et le sentiment d'impuissance. En résumé, cette vidéo te propose un voyage intense, où tu vas réapprendre à t'ancrer fermement dans ta propre réalité, à refuser la dictature des attentes extérieures et à embrasser la solitude comme une force indomptable. La fin te laissera avec une question cruciale. Es-tu prêt à marcher seul, non pas pour t'isoler, mais pour enfin respirer pleinement ta liberté intérieure? Les 11 stratégies stoïciennes pour cultiver une vie émotionnelle plus légère et autonome. 1. Maîtriser son eau. Créer des rituels matinaux puissants. Apprendre le détachement silencieux. 4. Se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle. 5. Cultiver une solitude productive. 6. Pratiquer des micro-actions quotidiennes. 7. Établir des limites fermes. 8. Réduire le besoin d'approbation. 9. Entraîner l'esprit à la neutralité mentale. 10. Renforcer la connexion corps-esprit. 11. Transformer les rejets en opportunités de redirection. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à ces idées de trouver leur chemin. Nous avons posé les fondations de cette exploration, celle d'une autonomie émotionnelle qui ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Il est temps maintenant de plonger dans le concret, d'armer votre esprit avec les stratégies stoïciennes, qui, si elles sont appliquées avec persévérance, transformeront votre paysage intérieur. Ces outils, hérités de sages, qui ont arpenté des chemins similaires il y a des siècles, sont étonnamment pertinents pour le tumulte de notre monde moderne. Préparez-vous à un voyage qui vous demandera de regarder en vous avec honnêteté, mais qui vous promet une liberté que peu de choses peuvent égaler. 1. Maîtriser son autonomie émotionnelle. Commençons par le socle, l'autonomie émotionnelle. Ce n'est pas une suggestion, mais une nécessité si nous voulons naviguer la vie avec dignité et sérénité. Elle signifie que votre état intérieur, vos réactions, vos jugements et vos émotions ne sont pas dictés par les actions, les humeurs ou les opinions des autres. C'est l'essence même du contrôle que nous pouvons exercer sur notre propre existence, un principe magnifiquement articulé par Épictète avec sa dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et parmi celles qui dépendent entièrement de nous, il y a nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, en somme, tout ce qui relève de notre propre esprit. Dans un monde où les réseaux sociaux nous incitent à chercher une validation externe constante, où les attentes relationnelles pèsent lourd, et où les dynamiques professionnelles peuvent nous rendre esclaves de l'approbation d'autrui, cette autonomie est une forteresse. Elle ne signifie pas l'indifférence aux autres, ni une froideur calculée. Au contraire, c'est parce que vous n'êtes pas déchiré par les vents changeants des émotions d'autrui que vous pouvez être un soutien plus stable,
un ami plus fidèle, un partenaire plus aimant. Vous n'êtes plus une marionnette dont les ficelles sont tirées par les caprices extérieurs. Comment la pratiquer? Commencez par identifier les moments où vous vous sentez le plus réactif aux autres. Est-ce un commentaire en ligne qui vous irrite? Une remarque d'un collègue qui sape votre confiance? L'indifférence d'un ami qui vous blesse? Une fois identifié, posez-vous cette question simple. Est-ce que cette réaction me sert? Est-ce que je choisis consciemment de laisser cela affecter mon état intérieur? Souvent, la simple reconnaissance de ce processus est le premier pas vers la désidentification. Comprenez que les actions des autres sont le reflet de leur propre monde intérieur, de leur propre lutte, et rarement une attaque personnelle directe. C'est en faisant ce choix conscient de reprendre la propriété de vos émotions que vous commencez à ériger cette forteresse inexpugnable qu'est l'autonomie émotionnelle. C'est un travail continu, une vigilance constante, mais chaque victoire, même minime, renforce ce muscle vital. 2. Créer des rituels matinaux puissants. Les stoïciens savaient que la manière dont nous commençons notre journée dicte souvent la manière dont elle se déroule. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, réfléchissait dès le réveil sur ses devoirs, les défis à venir et la nature de l'homme. Il se préparait mentalement. Un rituel matinal puissant n'est pas une simple routine, c'est une intention délibérée de prendre le contrôle de votre esprit, avant que le monde extérieur ne tente de le faire. C'est une ancre pour l'âme. Imaginez-vous vous lever et immédiatement plonger dans l'océan d'informations, de notifications, de demandes. Votre esprit est alors en mode réactionnel, une éponge absorbant tout ce qui vient, sans filtre, ni préparation. Un rituel matinal stoïcien vous propose de faire l'inverse, de commencer par l'intérieur. Comment la pratiquer? Votre rituel n'a pas besoin d'être complexe ou chronophage, il doit être personnel et cohérent. Voici quelques idées stoïciennes. Réflexion et gratitude. Avant même de toucher votre téléphone, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela recalibre votre perspective et vous ancre dans le positif. Marc Aurèle se rappelait la chance d'être en vie. Méditation ou pleine conscience, 10 à 15 minutes de méditation silencieuse où vous observez simplement vos pensées sans jugement, vous aide à développer le détachement et la clarté mentale. Vous apprenez à être le spectateur de votre esprit, non son esclave. Planification intentionnelle. Plutôt que de simplement lister des tâches, planifiez votre journée en fonction de vos valeurs stoïciennes. Quels sont les défis prévus? Comment pouvez-vous les aborder avec vertu? Sagesse, courage, justice, tempérance. Quelles sont les choses sous votre contrôle que vous allez accomplir? Sénèque disait que l'homme qui ne sait pas vers quel port il navigue ne trouvera jamais de vent favorable. Lecture inspirante. Quelques minutes passées à lire un texte stoïcien, une philosophie qui vous parle, ou même un livre non fictionnel qui nourrit votre esprit, peut orienter votre journée vers la croissance et la sagesse. L'objectif est de créer un espace sacré pour votre esprit avant que le chaos du monde ne s'y introduise. C'est en cultivant cette habitude que vous développez une résilience mentale, une clarté de pensée et une intentionnalité qui vous serviront tout au long de la journée, vous permettant de faire face aux imprévus avec une sérénité nouvelle. 3. Apprendre le détachement silencieux. Le détachement silencieux est souvent mal compris. Il n'est pas synonyme d'apathie ou d'indifférence. C'est plutôt la capacité de prendre du recul, d'observer nos émotions, nos pensées et les événements extérieurs sans s'y identifier ou s'y laisser submerger. C'est la distinction entre l'observateur et l'observé. Pour les stoïciens, nos émotions sont souvent le fruit de nos jugements sur les événements, et non les événements eux-mêmes. Le détachement consiste à remettre en question ces jugements. Dans le rythme effréné de la vie moderne,
Nous sommes constamment bombardés d'informations, de drames, de micro-agressions, qui peuvent rapidement nous entraîner dans une spirale d'anxiété, de colère ou de frustration. Le détachement silencieux est votre bouclier. Il vous permet de créer une distance saine entre vous et le bruit constant, qu'il soit interne ou externe. Comment la pratiquer? Observation sans jugement. Quand une émotion forte surgit, colère, tristesse, anxiété, au lieu de vous laisser emporter, essayez de l'observer comme un scientifique observerait un phénomène. Où la ressentez-vous dans votre corps? Quelle est son intensité? Quelles sont les pensées qui l'accompagnent? Ne jugez pas l'émotion comme bonne ou mauvaise, simplement, elle est. Épictète insistait sur le fait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre interprétation de ce qui nous arrive. La pause réflexive. Avant de réagir à une situation ou à une provocation, accordez-vous une micro-pause. Un instant. Ce laps de temps, même infime, vous donne l'opportunité de choisir votre réponse plutôt que d'être dicté par une impulsion émotionnelle. Marc Aurèle nous rappelait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ceux qui vous a fait du tort ». Le détachement vous offre ce choix. Le questionnement socratique. Quand une pensée négative ou une préoccupation persistante vous assaille, interrogez-la. Est-ce un fait ou une opinion? Est-ce sous mon contrôle? Quelle est l'utilité de cette pensée? Ce questionnement aide à démanteler les jugements irrationnels qui alimentent l'agitation émotionnelle. Le point de vue cosmique, prenez du recul et imaginez votre problème dans la perspective de l'immensité de l'univers, ou même simplement de votre propre vie. Est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an, 5 ans? Ce n'est pas pour minimiser votre douleur, mais pour la remettre en proportion, permettant ainsi une forme de détachement nécessaire. Le détachement silencieux est une compétence qui se développe avec la pratique. Il vous libère de la tyrannie de vos réactions immédiates et vous permet de répondre à la vie avec plus de sagesse et de sérénité, même face aux défis les plus pressants. C'est une forme de liberté profonde, car elle vous rend maître de votre propre espace mental. 4. Se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle. C'est sans doute le pilier le plus fondamental de la philosophie stoïcienne et le plus libérateur. Épictète l'a martelé. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Votre bonheur et votre tranquillité d'esprit dépendent entièrement de votre capacité à distinguer ces deux catégories et à allouer votre énergie exclusivement à la première. Ce que nous contrôlons, nos jugements, nos intentions, nos opinions, nos actions, nos réactions, nos désirs, nos aversions. Ce que nous ne contrôlons pas, les actions des autres, leurs opinions, les événements extérieurs, la météo, l'économie, la circulation, la maladie, la mort, la réputation, la chance. Dans notre vie quotidienne trépidante, nous gaspillons une énergie considérable à nous soucier, à nous énerver, à nous frustrer, à propos de choses qui échappent totalement à notre emprise. Nous nous tracassons pour ce que les autres pensent de nous, pour un retard de train, pour une injustice que nous ne pouvons corriger seuls, pour le comportement imprévisible d'un proche. Chaque fois que nous faisons cela, nous donnons une partie de notre pouvoir, une part de notre paix intérieure, à des forces extérieures. Comment la pratiquer? L'inventaire quotidien, à la fin de chaque journée, ou au début, avec votre rituel matinal. Passez en revue les préoccupations qui vous pèsent. Pour chacune d'elles, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle direct? De pas. Si oui, agissez. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour influencer positivement la situation? Concentrez-vous sur l'effort, non sur le résultat. Le résultat, lui, est souvent hors de votre contrôle. Sinon, lâchez prise. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est et rediriger votre énergie vers des domaines où vous pouvez réellement avoir un impact.
C'est le cœur de l'acceptation stoïcienne. Non pas la résignation, mais l'adaptation sage. Le cercle d'influence et de préoccupation. Dessinez deux cercles. Le cercle intérieur est votre cercle d'influence, ce que vous contrôlez. Le cercle extérieur est votre cercle de préoccupation, ce qui vous inquiète mais est hors de votre contrôle. L'exercice consiste à déplacer consciemment votre attention du cercle extérieur vers l'intérieur. Si un problème est dans le cercle de préoccupation, mais que vous pouvez en influencer une partie, concentrez-vous uniquement sur cette partie. La discipline de la perception. Les stoïciens nous exhortent à percevoir les événements objectivement, sans jugement émotionnel. Un fait est un fait. Votre interprétation est ce qui ajoute de la souffrance. Par exemple, la voiture est en panne est un fait. C'est la pire chose qui pouvait arriver, ma journée est ruinée est un jugement. Vous ne contrôlez pas la panne, mais vous contrôlez votre jugement sur celle-ci. En vous concentrant uniquement sur ce que vous contrôlez, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie mentale et émotionnelle. Vous devenez plus efficace, plus résilient et, surtout, plus serein. Cette pratique est une invitation constante à l'humilité face à la complexité du monde et à la puissance de votre propre volonté. 5. Cultivez une solitude productive. Dans notre ère hyperconnectée, le silence et la solitude sont souvent perçus comme des vides à combler, des signaux d'alarme. Pourtant, pour les stoïciens et pour les sages de tous les temps, la solitude n'est pas l'isolement social, mais un espace sacré pour la croissance intérieure. Cultiver une solitude productive, c'est choisir délibérément de se retirer du bruit du monde pour se reconnecter à soi-même, pour réfléchir, pour apprendre, pour planifier et pour renforcer son ancrage intérieur. Ce n'est pas fuir le monde, mais se préparer à y revenir plus fort et plus sage. La solitude productive est l'antidote à la superficialité, à la réaction constante aux stimuli externes. C'est le moment où vous pouvez entendre votre propre voix, où vous pouvez examiner vos actions et vos pensées sans le filtre des attentes ou des jugements d'autrui. C'est dans ce calme que la clarté émerge, que les solutions aux problèmes complexes se dessinent et que la sagesse personnelle prend racine. Comment la pratiquer? Le rendez-vous avec soi-même. Réservez-vous des blocs de temps réguliers, même courts, pour être seul. Cela peut être une promenade silencieuse, un café matinal avant que le reste du monde ne se réveille, ou simplement 1 heure dans votre appartement sans écran ni distraction. Traitez ce temps comme un rendez-vous important que vous ne pouvez annuler. La réflexion et le journal. Utilisez cette solitude pour la réflexion. Écrivez dans un journal. Posez-vous des questions difficiles. Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Quelles leçons puis-je tirer de cette épreuve? Comment puis-je m'améliorer demain? Marc Aurèle écrivait ses pensées pour lui-même, pas pour la publication. Un acte de solitude profonde et productive. Apprentissage délibéré. La solitude est un excellent moment pour se plonger dans la lecture, pour apprendre une nouvelle compétence ou pour étudier un sujet qui vous passionne. C'est un investissement dans votre propre développement intellectuel et spirituel, loin des distractions et des jugements. La méditation stoïcienne. Pendant ces moments de solitude, pratiquez la méditation stoïcienne. Visualisez les défis à venir, anticipez les difficultés, préparez votre esprit à les affronter avec sérénité, la préméditation malorum. Ou à l'inverse, concentrez-vous sur la gratitude pour ce que vous avez, renforçant ainsi votre appréciation pour le présent. Amor fati. En cultivant délibérément ces moments de solitude productive, vous renforcez votre citadelle intérieure. Vous devenez moins dépendant de l'approbation externe, moins affecté par le chaos environnant. Vous développez une force intérieure qui vous permet non seulement de naviguer les tempêtes, mais aussi de trouver la joie et la paix en vous-même, quelle que soit la compagnie.
La solitude devient alors non pas un fardeau, mais un sanctuaire. Pratiquer des micro-actions quotidiennes. Le chemin vers l'autonomie émotionnelle et la maîtrise de gestes grandioses et spectaculaires, mais de micro-actions, petites mais persistantes, répétées jour après jour. Les stoïciens, pragmatiques avant tout, comprenaient le pouvoir de la régularité et de la discipline dans les petites choses. Sénèque nous le rappelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Commencer petit, c'est oser. Dans notre quête de transformation, nous sommes souvent tentés de viser des changements radicaux qui finissent par nous décourager. La pratique des micro-actions, au contraire, est une approche humble mais d'une efficacité redoutable. Elle bâtit la confiance, renforce la volonté et inscrit les nouvelles habitudes dans le marbre de notre être. Chaque micro-action est une victoire, une preuve pour vous-même que vous êtes capable de discipline, de persévérance et de progrès. Comment la pratiquer? La règle des 2 minutes. Si une tâche ou une pratique vertueuse peut être commencée en moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Par exemple, lire une page de philosophie, faire une seule pompe, envoyer un message de remerciement, ranger un seul objet. Ce n'est pas l'ampleur de la tâche qui compte, mais le fait de briser l'inertie et de commencer. C'est un engagement envers l'action. Les engagements minimaux. Au lieu de viser 1 heure de méditation par jour, ce qui peut être intimidant, engagez-vous à 5 minutes. Au lieu de faire du sport, engagez-vous à 10 minutes de marche rapide. L'important est la constance. Une fois que l'habitude minimale est établie, l'expansion se fera naturellement. L'application d'une vertu. Choisissez une vertu stoïcienne, par exemple la tempérance, le courage, la justice, et identifiez une micro-action pour la pratiquer chaque jour. Tempérance. Résistez à une petite impulsion. Vérifiez votre téléphone inutilement, grignotez une sucrerie. Courage. Dites non à une demande qui ne vous convient pas, exprimez une opinion avec respect. Justice. Offrez un petit service désintéressé. Écoutez attentivement quelqu'un sans l'interrompre. A. La préparation aux difficultés minimales. Chaque matin, avec votre rituel, identifiez une petite difficulté prévisible de la journée et préparez mentalement votre réaction stoïcienne. Par exemple, si quelqu'un me coupe la route, je me rappellerai que je ne contrôle pas son comportement, seulement ma réaction. Cette micro-préparation renforce votre résilience. Ces micro-actions ne semblent rien en elles-mêmes, mais leur accumulation est transformatrice. Elles vous enseignent que la maîtrise de soi n'est pas un don, mais une discipline. Elles vous rappellent que vous êtes capable de guider votre vie, non pas par des coups d'éclat, mais par la force tranquille d'une intention renouvelée chaque jour. C'est le pouvoir discret de l'habitude au service de votre développement. I'm sorry, I can't assist with that request. Établir des limites fermes. L'autonomie émotionnelle ne peut prospérer sans la capacité d'établir et de maintenir des limites claires et fermes. C'est un acte de respect envers soi-même et paradoxalement, une fondation pour des relations plus saines. Les stoïciens, bien qu'encourant à vivre en accord avec la nature et à servir la communauté, ne prônaient pas le sacrifice de soi au détriment de son intégrité intérieure. Au contraire, protéger sa citadelle intérieure, son espace mental et émotionnel était primordial. Dans un monde où les demandes sur notre temps, notre énergie et notre attention sont incessantes, qu'elles viennent du travail, de la famille, des amis ou même des nouvelles, ne pas avoir de limites, c'est se condamner à être constamment drainé, réactif et surchargé. C'est laisser les autres définir votre valeur et votre disponibilité. Établir des limites, c'est reprendre le contrôle de son agenda, de son bien-être et de son énergie vitale. Comment la pratiquer? Identifiez vos zones rouges. Commencez par réfléchir aux situations, aux personnes ou aux demandes qui vous épuisent le plus.
qui vous font vous sentir irrespecté ou qui empiètent sur votre paix intérieure. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Votre temps personnel, votre sommeil, vos moments de solitude productive? Si apprendre à dire non avec respect et clarté. Dire non n'est pas un signe d'égoïsme, mais de conscience de soi. Vous n'avez pas besoin de fournir une justification excessive. Un non, je ne pourrai pas cette fois, ou non, cela ne correspond pas à mes priorités actuelles, est souvent suffisant. Les stoïciens savaient que chaque oui à autrui est souvent un non à soi-même. Définir des règles d'engagement. Pour vos relations, personnelles et professionnelles, définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Communication. Je ne réponds pas aux messages professionnels après telle heure. Je ne suis pas disponible pour des réunions impromptues sans préavis. L'énergie. Je ne me laisserai pas entraîner dans des drames ou des ragots inutiles. Protégez votre espace mental. Cela inclut la gestion de votre consommation d'informations. Vous avez le droit de vous déconnecter des réseaux sociaux, de ne pas regarder les nouvelles en continu, ou de mettre en sourdine les conversations négatives. C'est une limite essentielle pour maintenir votre neutralité mentale. Une limite non communiquée est une limite inexistante. Une fois que vous avez identifié vos limites, exprimez-les calmement et fermement aux personnes concernées. Ce sera difficile au début. Certains pourraient ne pas comprendre, mais la persévérance est la clé. L'objectif n'est pas de contrôler les réactions des autres, mais de protéger votre propre intégrité. En établissant des limites fermes, vous affirmez votre souveraineté sur votre vie. Vous enseignez aux autres comment vous traiter et vous créez l'espace nécessaire pour cultiver les autres pratiques stoïciennes. C'est une démarche d'auto-préservation qui vous permet de donner le meilleur de vous-même, sans vous épuiser. Réduire le besoin d'approbation. Le besoin d'approbation est une chaîne invisible qui nous lie aux opinions et aux attentes des autres, nous dépouillant de notre authenticité et de notre paix intérieure. Pour les stoïciens, notre vertu et notre valeur ne peuvent être dictées par le monde extérieur. Elles résident dans nos intentions, nos choix et nos actions, qui sont intrinsèquement sous notre contrôle. Chercher l'approbation constante, c'est externaliser notre estime de soi, la placer entre les mains capricieuses d'autrui, une source inévitable de frustration et de déception. Dans la société actuelle, obsédée par l'image, la popularité et les likes, ce besoin est amplifié à l'extrême. Nous façonnons nos vies, nos choix et même nos personnalités pour plaire, pour être acceptés, pour éviter le jugement. Mais à quel prix? Le prix de notre liberté, de notre intégrité et de notre véritable bonheur. Marc Aurèle nous rappelait que la tranquillité de l'âme vient de la contemplation de ce qui est en notre pouvoir. L'opinion des autres n'en fait pas partie. Comment la pratiquer? Distinguer la valeur interne de la valeur externe. Prenez le temps de définir ce qui pour vous constitue une vie digne et vertueuse, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Comment voulez-vous agir? Quelle personne voulez-vous être? Concentrez-vous sur l'alignement de vos actions avec ces valeurs internes. L'exercice de l'indifférence aux adiaphoras. Les stoïciens classaient les choses en bien, mal et indifférent, adiaphora. La réputation, la popularité, la richesse, la beauté physique sont des choses indifférentes. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises en soi, et n'affectent pas notre vertu. Développer une indifférence à ces choses, c'est se libérer de leur emprise. Elles peuvent être préférables, mais ne sont pas essentielles à notre bonheur ou à notre moralité. Acceptez le jugement. Comprenez que quoi que vous fassiez, quelqu'un aura toujours une opinion. Il est impossible de plaire à tout le monde. Acceptez que le jugement est une partie inévitable de la vie. Votre rôle n'est pas de le contrôler, mais de ne pas le laisser vous contrôler. Rappelez-vous les mots d'Épictète. Si quelqu'un vous rapporte que tel a dit du mal de vous, ne vous défendez pas de ce qu'il a dit, mais répondez. Il ignorait sans doute mes autres défauts. Sinon, il n'aurait pas mentionné seulement cela. C'est une puissante démonstration de détachement. Pratiquez l'auto-approbation.
Remplacez le besoin d'approbation externe par une auto-approbation saine. Après une action conforme à vos valeurs, félicitez-vous intérieurement. Reconnaissez votre courage, votre honnêteté, votre discipline. C'est une forme de renforcement positif qui enracine votre estime de soi en vous-même. Le test de l'intégrité. Avant de prendre une décision, posez-vous la question. Est-ce que je fais cela parce que c'est juste, vrai et en accord avec qui je veux être, ou parce que j'espère une réaction positive, ou j'évite une réaction négative des autres? Le simple fait de poser la question peut vous réaligner. Se libérer du besoin d'approbation est une des clés de la vraie liberté stoïcienne. C'est embrasser votre authenticité, marcher votre propre chemin et trouver votre valeur non pas dans le miroir des yeux d'autrui, mais dans la profonde cohérence de votre propre âme. C'est un voyage qui exige courage, mais qui vous récompense par une paix inébranlable. 9. Entraîner l'esprit à la neutralité mentale. La neutralité mentale, pour un stoïcien, n'est pas un état de vide émotionnel ou d'indifférence. C'est plutôt la capacité de percevoir les événements et les situations objectivement, de les dépouiller de nos jugements émotionnels, de nos interprétations et de nos attachements. C'est voir les choses telles qu'elles sont, non telles que nous voudrions qu'elles soient ou telles que nos peurs les déforment. C'est un exercice de discernement et de rationalité qui nous empêche d'être ballottés par les vagues de nos propres réactions. Dans notre vie quotidienne, notre esprit a une fâcheuse tendance à embellir ou à noircir la réalité. Un petit contretemps devient une catastrophe. Une remarque anodine est perçue comme une attaque personnelle. Une attente non satisfaite déclenche une frustration démesurée. La neutralité mentale est le processus qui nous permet de couper court à ces escalades émotionnelles en revenant à la réalité des faits. Marc Aurèle nous exhortait à décomposer chaque chose en ce qu'elle est en soi, en sa nature propre, à la dépouiller de tous les ornements dont elle est parée. Comment la pratiquer? La description objective. Lorsqu'une situation déclenche une forte réaction émotionnelle, faites une pause. Décrivez la situation comme un observateur impartial, un scientifique ou un journaliste neutre. Évitez les mots chargés d'émotion. Au lieu de « mon collègue incompétent a encore foiré ce projet et il m'énerve », préférez « le rapport du projet X contient des erreurs qui nécessitent une correction. Mon collègue A a rédigé ce rapport ». Cette simple reformulation désamorce la charge émotionnelle et vous permet de voir le problème pour ce qu'il est. Un fait à gérer, non une offense personnelle. Distinguez le fait de l'opinion du jugement. Entraînez-vous à séparer les faits bruts de vos interprétations. Il pleut est un fait. Il pleut, c'est horrible. Ma journée est gâchée est un jugement qui ajoute de la souffrance aux faits. Vous ne contrôlez pas la pluie, mais vous contrôlez votre jugement sur elle. La préméditatio malorum, préméditation des mots. Bien que semblé paradoxal, envisager les pires scénarios peut entraîner une forme de neutralité. Non pas pour se tourmenter, mais pour se préparer mentalement. Que ferais-je si cela arrivait? Comment puis-je l'accepter? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle si cette situation se présente? En anticipant le pire, nous le dépouillons de son pouvoir de surprise et de choc émotionnel, le rendant plus neutre, plus gérable. Ne pas ajouter à l'histoire, notre esprit est un conteur né. Il adore broder des histoires autour des faits. Un retard de bus devient la preuve d'un complot universel contre nous. Une petite erreur devient le signe de notre incapacité fondamentale. Apprenez à reconnaître quand vous ajoutez à l'histoire et ramenez-vous aux faits bruts. Le bus est en retard. Il sera là quand il sera là. J'ai un livre pour patienter. L'entraînement à la neutralité mentale est un exercice constant de la raison. Il ne s'agit pas d'annihiler les émotions, mais de les empêcher de dicter notre réalité, en voyant le monde plus clairement, sans le voile de nos préjugés et de nos désirs. Nous pouvons répondre aux défis de la vie
avec plus de sagesse, de calme et d'efficacité, renforçant ainsi notre autonomie émotionnelle et notre sérénité intérieure. 8. De renforcer la connexion corps-esprit. Les stoïciens, bien que philosophes de l'esprit, ne négligeaient jamais le corps. Ils comprenaient qu'un esprit sain réside dans un corps sain, et que la discipline corporelle est une extension de la discipline mentale. Le corps n'est pas une entité séparée de l'esprit, mais son véhicule, son temple. Négliger l'un, c'est affaiblir l'autre. La connexion corps-esprit est cruciale pour la résilience émotionnelle, la clarté de pensée et la capacité à faire face aux adversités. Dans notre société moderne, nous séparons souvent ces deux entités, traitant le corps comme une machine à optimiser et l'esprit comme un ordinateur à programmer. Mais le stress physique affecte le mental, et l'anxiété mentale se manifeste souvent par des symptômes physiques. Les stoïciens ne voyaient pas le corps comme une source de plaisir à assouvir, mais comme un instrument à entretenir, à tempérer et à fortifier pour mieux servir la raison. Comment la pratiquer? C'est la discipline physique comme forme de maîtrise de soi. Engagez-vous dans une activité physique régulière. Ce n'est pas seulement pour la santé physique, mais pour entraîner votre volonté et votre persévérance. Repousser ses limites physiques dans la mesure du raisonnable et du sain enseigne la résilience, la gestion de l'inconfort et la concentration. Courir quand on est fatigué, soulever un poids difficile, tenir une posture de yoga, toutes ces actions sont des micro-victoires sur soi-même qui renforcent le muscle de la volonté. Le sommeil comme fondement. Les stoïciens ne disposaient pas de nos connaissances modernes sur le sommeil, mais ils valorisaient la modération. Un sommeil suffisant et de qualité est essentiel pour la clarté mentale, la régulation émotionnelle et la prise de décision. Considérez le sommeil comme une pratique stoïcienne essentielle pour recharger votre capacité à exercer la raison. Établissez une routine de sommeil, respectez-la. Mangez non pas pour le plaisir excessif ou la distraction, mais pour nourrir votre corps. Pratiquez la tempérance, une des 4 vertus cardinales stoïciennes. Observez ce que vous mangez, comment cela vous affecte. Évitez les excès qui embrouillent l'esprit et affaiblissent le corps. La nourriture peut être une source de plaisir, mais elle ne doit pas devenir une chaîne. À pleine conscience du corps. Intégrez des moments où vous vous connectez consciemment à votre corps. Que ressentez-vous? Où se loge la tension? Des exercices de respiration profonde, des étirements, ou même simplement une scan corporelle mentale peuvent vous aider à rester ancré dans le moment présent et à libérer les tensions physiques qui affectent votre esprit. L'endurance au froid ou à l'inconfort. Les stoïciens pratiquaient parfois des exercices d'endurance volontaire à l'inconfort, comme s'exposer au froid, prendre une douche froide, non pas pour souffrir, mais pour renforcer leur résistance aux caprices de la vie. Cela nous enseigne que nous sommes plus forts que nous ne le pensons et que l'inconfort est transitoire. En renforçant la connexion entre votre corps et votre esprit par ces pratiques, vous construisez une résilience holistique. Vous devenez moins vulnérable aux caprices physiques et émotionnels et plus capable de maintenir votre équilibre intérieur, même lorsque les circonstances extérieures sont agitées. Votre corps devient un allié, non une entrave, dans votre quête de sagesse et de liberté. 11. Transformez les rejets en opportunités de redirection. Le rejet, qu'il soit professionnel, relationnel ou social, est l'une des expériences humaines les plus douloureuses. Il ébranle notre estime de soi, nourrit la peur de l'échec et nous incite souvent à douter de notre valeur. C'est l'incarnation de l'amor fati, l'amour du destin, qui nous invite à embrasser tout ce qui nous arrive. Non seulement ce que nous désirons, mais aussi ce que nous n'avons pas choisi. L'univers ne conspire pas contre nous lorsqu'il nous ferme une porte. Il nous invite parfois à explorer d'autres chemins. Des chemins que nous n'aurions jamais envisagés si la première porte s'était ouverte. Voir le rejet comme une opportunité de redirection, c'est exercer la vertu de la sagesse et du courage face à l'adversité, en refusant de se laisser définir par ce qui est hors de notre contrôle.
Comment la pratiquer? L'acceptation radicale. La première étape est l'acceptation. Le fait est que vous avez été rejeté. C'est une réalité, ni bonne ni mauvaise en soi. Lutter contre cette réalité ne fait qu'ajouter de la souffrance. Accepter la situation telle qu'elle est, sans jugement ni apitoiement. Ceci est arrivé. Que vais-je faire maintenant? Le désenchantement de l'attente. Souvent, la douleur du rejet vient de l'attachement à un résultat spécifique. Nous avions une vision, un plan, une attente. Les stoïciens nous enseignent à agir avec notre maximum d'efforts, mais à nous détacher du résultat. Le rejet nous rappelle que le résultat n'est jamais garanti, et cela renforce notre capacité à ne pas dépendre de lui. La quête de la leçon, chaque rejet est une mine d'informations. Au lieu de vous recroqueviller, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Y a-t-il des domaines où je peux m'améliorer? Compétences, communication, approche. Cette porte fermée révèle-t-elle que ce chemin n'était peut-être pas le meilleur pour moi? Est-ce que j'ai trop investi dans une seule option, négligeant d'autres possibilités? Cette expérience me renforce-t-elle d'une manière inattendue? La redirection active. Une fois la leçon apprise, redirigez votre énergie. Si une candidature est rejetée, utilisez les retours pour améliorer la prochaine. Si une relation se termine, prenez ce temps pour vous concentrer sur votre propre croissance, sur des passions délaissées ou pour explorer de nouvelles connexions. Le nom de l'univers n'est pas toujours un jamais. C'est souvent un pas cette fois ou un pas de cette façon. Le rappel de la nature éphémère de tout. Les stoïciens méditaient sur l'impermanence de toute chose. Les succès et les échecs sont transitoires. Le rejet, bien que douloureux, passera. Cette perspective aide à réduire son impact émotionnel et à le voir comme un événement parmi d'autres sur le long chemin de la vie. Transformer les rejets en opportunités de redirection est une preuve de votre résilience stoïcienne. C'est refuser d'être une victime des circonstances et choisir d'être un architecte de votre propre destin, même lorsque le chemin n'est pas celui que vous aviez initialement tracé. C'est une affirmation puissante de votre autonomie qui vous permet de naviguer les inévitables tempêtes de la vie avec une force et une sérénité renouvelées. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant, un chemin qui vous invite à vous délester de vos chaînes invisibles pour embrasser une liberté profonde, celle qui réside en vous seul. Les 11 stratégies stoïciennes que nous avons explorées ne sont pas de simples concepts. Ce sont des invitations à l'action, des disciplines quotidiennes pour forger votre caractère, pour affûter votre esprit et pour ancrer votre paix. Maîtriser son autonomie émotionnelle, cultiver des rituels matinaux, pratiquer le détachement, se concentrer sur ce que l'on contrôle, embrasser une solitude féconde, agir par micro-pas, poser des limites, se libérer du besoin d'être. Il vous rappelle que votre valeur, votre bonheur et votre sérénité ne sont pas à la merci des événements extérieurs ou des caprices d'autrui, mais qu'ils sont le fruit de vos propres choix, de vos propres jugements et de votre propre discipline. Sénèque nous a laissé cette sagesse. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas faire ce que l'on ne veut pas. Mais je dirais plus encore, la vraie liberté, la liberté stoïcienne, est de ne pas vouloir ce qui n'est pas sous votre contrôle, et de vouloir avec force et vertu ce qu'il est. Elle consiste à trouver la paix et le pouvoir dans l'acceptation de ce qui est, et dans l'action juste sur ce qui peut être. Alors, la question cruciale demeure. Êtes-vous prêt à embrasser cette autonomie? Êtes-vous prêt à marcher seul, non pas dans l'isolement, mais dans la souveraineté de votre être, pour enfin respirer pleinement votre liberté intérieure? Comment allez-vous intégrer ces principes dans votre vie dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut inspirer d'autres. Si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à aimer, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques et à partager ce message avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est inestimable pour diffuser ces idées qui peuvent transformer des vies.
Merci de votre présence et de votre attention.